Bonjour, c'est Macadé Baron de la Gazette de Rennes-le-Château. Je suis avec Christian Doumergue et nous sommes au Jardin de Marie à Rennes-le-Château. Bonjour à toi. Bonjour Mike. On va parler donc aujourd'hui du Lion de Val d'Or. Comment tu es arrivé à t'intéresser à ce héron, on va dire, et toute la région de Paray-le-Monial et toute cette thématique en fait du Lion de Val d'Or qui au départ c'est un lieu de culte druidique déjà au tout départ. Oui, alors en fait c'est parti de l'affaire de Rennes-le-Château. Ouais, Rennes-le-Château ouais, c'est vraiment la porte du mystère et plus précisément des textes de Pierre Plantard puisque dans un de ses textes notamment il fait une allusion très très discrète au Héron du Val d'Or et ce nom, il y a des noms qui résonnent comme ça, ce nom m'a tilté et je me suis posé la question de quoi s'agit-il exactement. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des recherches sur le Héron. Des recherches dans un premier temps bibliographiques. Et puis, je suis allé sur place et là, c'est un lieu qui est tellement étonnant qu'on peut être que happé par ce mystère-là, puisque donc le Héron du Val d'Or, c'est une institution religieuse qui a été créée à toute fin du 19e, début 20e, par un baron fortuné, le baron de Sarachaga, et un père jésuite, hein, le père Brevon. Tous deux ont créé cette institution, sachant que Sarah Chaga est vraiment le maître d'œuvre du Héron et de sa pensée. Et c'est quelque chose de très étonnant, puisqu'on est dans un organisme qui se fait reconnaître officiellement par l'Église, hein, par le pape. Donc, il y a une approbation pontificale. Mais à côté de ça, c'est une institution qui semble sortir carrément des sentiers battus du catholicisme, puisqu'il y a une dimension druidique. Hein, le Héron se revendique clairement comme un collège juridique. Le thème du Héron, c'est évidemment la tradition primordiale. Donc cette pensée qui était centrale chez Plantard aussi, à savoir qu'il y a eu une révélation en Atlantide et donc cette révélation s'est par la suite perdue, a été portée par certaines cultures, certains cultes, les Égyptiens, les druides sur le sol gaulois qui ont perpétué le culte d'Isis. Et donc ce baron a cherché toute sa vie en fait à retrouver des traces de cette tradition atlantéenne, y compris des dépôts archéologiques dans le sol français. Thématique qui a été reprise par Paul Lecourt, donc, Atlantis, puis plus tard donc Jacques Darès. Et puis thématique de Pierre Plantard, c'est un peu les Atlantes sont parmi nous. Oui, Quelque absolument, part. il marche parmi nous, euh, euh, comme a pu suggérer Serre Bulletin aussi. Oui. Mais alors effectivement, Paul Lecourt se pose en continuateur du Héron du Val d'Or, c'est-à-dire que à un moment donné, il va à Paray-le-Monial, il est orienté évidemment pour aller là-bas. Euh, il cherche des réponses et il fait le tour de la ville et puis bon, il ne trouve pas de réponse, sauf qu'à un moment donné, il se retrouve à table avec une vieille femme, en l'occurrence Jeanne Lépine-Autelin, qui est l'héritière en fait du baron de Sarachaga et qui va l'initier au mystère du Héron, l'initier en tout cas partiellement, puisqu'en fait Jeanne Lépine va mourir avant Ouais. d'avoir pu ouvrir les portes du mystère à Paul Lecourt. Donc, il va rester sur le seuil. Mais Paul Lecourt va néanmoins avoir suffisamment capté de choses pour être le continuateur à travers Atlantis du Héron du Val d'Or. Et ça, Plantard l'avait très bien compris, et Plantard s'inscrit lui-même dans cette continuité-là. Il se place sous la tutelle et à l'ombre de Paul Lecourt, très clairement, notamment quand il structure le mythe de Rennes. Donc c'est pour ça que c'est un sujet aussi fondamental pour éclairer le mystère de Rennes. Et oui. Alors, elle a été fondée en 1873 et s'est terminée en 1926. Oui, alors, et ça se termine en plusieurs étapes. Hein. Après, c'est la renaître aussi. Voilà, Certains veulent la faire renaître. ça c'est, on en reparlera peut-être, mais euh, oui, ça se termine, mais ça s'est même terminé un petit peu avant en fait, puisque quand on voit Jeanne Lépine dans les années où elle côtoie Paul Lecourt, d'autres ont pris la tête du Héron, hein, Sarah Chaga n'est plus là, et pour elle, le Héron, c'était Sarah Chaga, clairement. Là, je m'apprête à publier les correspondances entre Jeanne Lépine et Paul Lecourt, et c'est quelque chose qu'on voit très bien dans ces lettres-là. C'est-à-dire que Jeanne Lépine ne cautionne pas la direction qu'a pris l'institution après la disparition de Sarah Chaga. On est vers quelque chose qui va gommer le caractère un peu ésotérique. Et puis, voilà, même la gestion du lieu ne lui plaît pas. Il y a plein de choses qui ressortent dans ces lettres à ce sujet-là. Mais c'est intéressant de voir que
finalement, le côté ésotérique, il a été incarné par un homme qui porte ce mystère-là en lui, c'est Sarah Chagall. Mm. Et on parle même d'une œuvre de relèvement historique international à la gloire du Christ hostile. Oui, C'est assez. oui, parce que le Hiéron, c'est vrai que son histoire est très mal connue. Hein. Oui, oui, Faut dire, bon, il faut dire clairement que les archives du Hiéron ont disparu. Ça reste un mystère historique. Il y a plusieurs versions. On ne sait pas où elles sont passées. Sarah Chaga, a priori, en avait rapatrié une partie sur Marseille et elles ont ensuite disparu. Donc, il y a ce gros point d'interrogation là, ce qui fait qu'on a une vision très très partielle de l'histoire du Hiéron. La correspondance de Jeanne Lépine et de Paul Lecourt que je m'apprête à publier, donc je dis sous presse qui va sortir mi-août, éclaire un point de vue extérieur, mais l'intérieur on ne le connaît pas. Oui. Et ça c'est très important de le souligner parce que on n'a qu'une surface du Hiéron. On peut s'interroger sur son origine, mais on peut s'interroger aussi sur sa structure interne, sur qui le composait vraiment, sur tout ça. Il y a plein de points d'interrogation. Ce qui ressort néanmoins quand on a accès à certains documents, certaines publications du Hiéron qui sont retrouvables en bibliothèque aujourd'hui, c'est que le Hiéron avait cette visée internationale et que c'est pas juste une structure parelmoniale, c'est pas juste quelques personnes. Il y a aussi des correspondants au Mexique, par exemple. Il y a un vrai travail de recherche qui se fait aussi sur le sol mexicain. D'ailleurs, c'est ça qui est assez fou dans le Hiéron du Val d'Or, c'est qu'il y a des civilisations comme certaines civilisations précolombiennes qui sont considérées comme faisant partie de cette tradition primordiale et donc qui sont jugées de façon très positive. Et on va donc faire des recherches aussi sur les précolombiens parce que là-bas, il y a quelque chose qui dort. Et à contrario, il y a des civilisations comme celle de l'île de Pâques, alors qui sont vues d'un très mauvais œil. Par contre, là, c'est les lucifériens qui sont à l'œuvre. Bon, ça sera un petit peu expliqué dans le livre, mais Sarah Chaga a fait des cartes tout à fait sidérantes et on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où vient sa pensée. On ne peut pas la pister. Il y a une partie de la doctrine du Hiéron qu'on peut pister, les jésuites notamment. Il y a des choses qui avaient été formulées avant, notamment sur l'existence du christianisme avant Jésus. C'est pas quelque chose que les Hiérons inventent. Par contre, sur d'autres questions, il y a une doctrine et une histoire, une historiographie qui est propre aux Hiérons. Et là, il y a un vrai point d'interrogation sur l'origine. Je parlais du Mexique, ça rappelle ces fameux graffitis qu'on avait retrouvés à Gisors, les graffitis du Yucatan au Mexique, à un certain endroit de Gisors. Peut-être plus tard. Oui, oui, là, c'est oui, là, c'est ouais. On appelait ça aussi les apôtres des derniers temps. Oui. Est-ce que il pourrait y avoir une accointance avec la Société angélique de Lyon, qui est pas très loin par elle-même, finalement? Alors, C'est pas la même non, époque, mais on n'est pas loin, en fait. Personnellement, je sais pas, j'ai pas travaillé sur la Société angélique, donc c'est pas une question à laquelle je peux répondre. Tout ce que je peux dire, voilà, c'est qu'il y a une structure qui émane de quelque chose, qui se manifeste de façon visible à un moment donné, et on ne sait pas qui est derrière. Mais il y a quelque chose derrière. Ça transparaît aussi dans les lettres de Paul Lecourt et de Jeanne Lépine. Jeanne Lépine ne va jamais lui vendre la mèche, elle lui donne quelques indices. Paul Lecourt, lui, est persuadé qu'il y a, à un moment donné en tout cas, il est persuadé qu'il y a quelque chose de templier derrière. Et oui, ça les Templiers, les apôtres des temps. Ça rappelle une résonance templière. Mais ça reste une supposition de Paul Lecourt. J'insiste là-dessus. C'est pas quelque chose. Il n'a pas eu des éléments tangibles là-dessus. Donc ça reste une supposition de Paul Lecourt qui se pose vraiment beaucoup de questions là-dessus et qui, même à un moment donné, écrit à Jeanne Lépine. Hein, c'est doutes. Hein, c'est ce qui sera intéressant à découvrir aussi dans ces lettres-là, qui sont inédites. C'est que Paul Lecourt s'interroge beaucoup. Lui, il veut des certitudes, il veut quelque chose qui vienne de loin dans le temps, en fait. Et à un moment donné, il est pris de doute et il se dit, est-ce que c'est pas finalement uniquement Sarah Chaga? Est-ce que c'est ça, ça ne m'intéresse pas? Si c'est ça, Paul Lecourt dit, si c'est ça, ça ne m'intéresse pas. Bon, il va trouver des éléments concrets hein, dans ses échanges avec Jeanne Lépine et il va perpétuer l'œuvre du Hiéron. Donc, il a découvert quelque chose au Hiéron, mais il a eu cette période aussi de doute. Alors, à l'époque, il y avait 5 salles, hein, parce qu'il y avait une première salle, la deuxième salle des miracles, la salle des papes, la troisième salle. Tu t'as renseigné un peu sur ces salles-là, justement. Il y a une structure, voilà. Le bâtiment, bon, aujourd'hui, il se visite, hein, il faut insister là-dessus, et j'invite tout le monde à aller au Hiéron du Val d'Or, puisqu'il se visite. C'est devenu un musée national, donc un musée d'art sacré. L'exposition actuelle, évidemment, s'éloigne de l'intention première du Hiéron, puisqu'on est juste dans une exposition d'art sacré, un musée d'art sacré, mais la structure reste.
Et cette structure, évidemment, elle est très symbolique, très initiatique. Donc, Pas des pactes, il y a des hommes, cette salle des fastes au centre, qui est vraiment le cœur mystérieux du Hieron, avec 2 fresques sur 3 qui restent visibles, hein. Et ces fresques sont très étonnantes. C'est vraiment l'histoire de la tradition, d'un côté en Égypte, Oui. avec donc cette vision fascinante du sphinx et de la porte entre les pattes du sphinx qui est là, avec des gardiens habillés en blanc. Et ça peut poser effectivement question, qui sont ces hommes en blanc qui gardent ce seuil-là? Et il y a Moïse, donc. Et puis de l'autre côté, on est dans le Val d'Or, au pays des Celtes, donc avec le rocher de Solutré, avec ces visages isiaques qui sont taillés dans la roche et qui, pour Sarah Chagar, ont vraiment existé, mais ont été érodés par le temps. Donc ça remonterait vraiment très très loin dans le temps. Ces fresques-là, dessinées par Hugo d'Alési, et dans mon livre Apparaître, j'attire l'attention aussi sur le parcours d'Hugo d'Alési. C'est pas anodin que ce soit Hugo d'Alési qui a réalisé ces fresques-là, puisque en fait, il est connu pour être affichiste, hein, donc c'est lui qui a réalisé beaucoup de publicités pour les chemins de fer français, mais il a commencé dans l'art en tant que médium. Il a appris à dessiner en tant que médium, donc quand on sait ça, sa femme était médium aussi, c'est pas anodin au niveau de la réalisation des fresques du Hieron. Et ensuite, il y a la fameuse troisième fresque, la Reine de Saba, qui a été occultée, qui est toujours occultée aujourd'hui. Et quand on voit que dans les deux autres, c'est le détail qui nous éclaire, on peut se poser la question de savoir pourquoi celle-ci est toujours occultée. Et puis, dans le livre, il y a d'autres éléments, même sur l'architecture extérieure du Hieron, qui sont extrêmement troublants. Et là, on est vraiment dans l'ésotérisme, mais c'est un lieu comme Rennes-le-Château, il faut y aller, il faut y retourner. Et c'est vrai que lors de ma dernière visite en compagnie de ma femme Kaïda et d'un petit groupe d'amis, on s'est rendu compte sur l'architecture extérieure qu'il y avait là aussi des éléments symboliques très forts qui étaient là sous nos yeux. Et c'est en faisant des photos avec un téléobjectif qu'on s'est dit mince, mais et puis enfin, il faut le dire, hein, nous, on essayait de déchiffrer une inscription et c'est Kaïda qui a réussi à la lire alors qu'on tâtonnait, mais voilà. Et le Héron aussi a construit tout un mythe avec cette fameuse langue primitive ou la langue adamique. Oui, Aussi. oui. Alors, il y a tout un penchant de recherche linguistique, hein. La langue adanite, effectivement, ils ont travaillé sur. Qui se rapproche de la VLC, avec la langue punique, la langue. Voilà. Alors, Ça rapproche de ça. c'est sans doute là aussi. Avec la BVD. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de recherches linguistiques, hein, de la part du Hieron. Ils ont vraiment travaillé là-dessus, sur des idéogrammes berbères aussi. Enfin, c'est très intéressant. Donc, ils recherchent effectivement une langue primitive. Quand on lit les textes du Hieron, les textes qui ont été publiés, hein, c'est très proche de la pensée de Boudet, à la fois sur le plan de la linguistique, de la recherche de la langue originelle, et à la fois sur le temple celtique. Parce que c'est clairement écrit, nous sommes un temple celtique, hein. Donc, il y a une connexion plantardienne qu'on a évoquée, mais je pense que la connexion plus ancienne, quand on va plus profondément dans les strates du mystère de Rennes, c'est Boudet. Boudet correspond très exactement, d'un point de vue intellectuel, du point de vue de ses recherches, à ce qui se passait au Hieron, à ce qu'on espérait trouver au Hieron. Donc là, il y a une vraie interrogation. On n'a absolument aucune preuve, mais bon, comme je l'ai dit, les archives actuellement, on ne sait pas où elles sont, personne n'y a accès, mais peut-être qu'un jour on retrouvera quelque chose, et peut-être que ce jour-là, on pourra effectivement établir de façon certaine que Boudet était affilié au Hieron. Ce qui est certain, c'est que, il a fait un bond dans le temps, mais Plantard arrive ici par l'intermédiaire de Boudet. Puisqu'en fait, toutes ses premières références, vous pouvez de parler de Rennes-le-Château, il parle de Rennes-les-Bains, alors qu'à l'époque, Rennes-les-Bains, personne ne connaît l'histoire de la baie de Boudet. Oui, bien sûr. Voilà. Donc Plantard a des informations à l'origine qui ne concernent pas Rennes-le-Château, mais qui concernent Rennes-les-Bains. Comment a-t-il eu ces informations? On peut se poser la question, est-ce qu'il n'a pas hérité de documents, d'éléments, ou est-ce qu'on ne l'a pas téléguidé Et il a pu être instrumentalisé. Je pense que c'est un homme de paille, hein, Plantard a eu cet homme de paille, mais lui-même est un homme de paille, et il a pu être instrumentalisé ou guidé par des personnes qui étaient en relation avec cette entité qui, à un moment donné, a été le Hieron du Val d'Or. Voilà. Et qui aurait donné comme il aurait pu être attaqué par la loge Liberdo, ça serait un peu complexe. Les loges, il y a Lyon. Oui, mais enfin. La filiation lyonnaise. Alors, une chose intéressante, c'est que le Hieron, enfin, ceux qui ont créé cela, ils pensaient que le grec, en fait, venait du monde celte. Et ça rappelle un peu certains travaux qui avaient été faits
par le GRES, le groupement de recherche de l'Union européenne, où ils ont repris un peu cette notion-là, qu'en fait, enfin, pour eux, en tout cas, le grec viendrait d'une autre secte avant. Oui, mais Donc, c'est un peu du révisionnisme, hein, de l'histoire, hein, pour le coup. oui, Peut-être. oui, mais après, voilà, le Héron a un des principes du Héron, en fait, c'est d'opposer à la science matérialiste, donc à C'est ça. l'histoire matérialiste, une science et une histoire spirituelle C'est ça. et catholique C'était et beaucoup au début du religieuse. siècle. Donc D'ailleurs. ça, c'est pas le propre du Héron, mais c'est C'est vrai vrai. que c'est très affirmé par le Héron. Quand on lit les publications, toutes les recherches justement sur les préadamites, enfin sur tout ça, en fait, c'est pour une chose, c'est contrer la théorie de l'évolution qui est en train de prendre le dessus. Et donc, voilà, plutôt que de répondre de façon religieuse, de façon traditionnelle, on fait nous-mêmes, c'est le Héron qui a fait comme ça, des recherches historiques, scientifiques, et on démonte non par de la théologie, mais par une science religieuse, la science matérialiste. Et donc c'est pour ça qu'on va des fois à l'encontre de l'histoire, et ça touche absolument tout. Oui, C'est-à-dire en que Allemagne aussi, il y a le mouvement de ce la qui, réforme de la vie, il y avait tout cette, le courant folklore, tout ça aussi. ce qui, En fait, ça s'est rendu dans plusieurs pays, hein. alors Cette après, idée il y a des pensées. d'un retour à la nature, pour cela, contre la civilisation, contre le. Alors là, on est dans le, oui, dans le romantisme et dans Voilà, la réaction contre les Lumières et contre le monde industriel. Hein. voilà. Le romantisme et catholicisme, il y a des liens. Hein. Le romantisme allemand est très religieux, en fait. Hein. On a une vision assez lointaine de ce que c'est aujourd'hui parce que le terme romantique a été galvaudé. Mais Friedrich est très religieux et les Nazaréens, c'est une école de peinture allemande romantique, sont très religieux. C'est pour ça qu'ils s'appellent les Nazaréens d'ailleurs. Donc il y a cette volonté-là. Mais le Héron, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une multitude de champs d'études en fait. On parle de l'histoire, on parle de la science, on étudie les lignes telluriques aussi. Oui. Il y a toute une partie du Héron qui s'intéresse aussi au dolmen, par exemple. Et ça, c'est assez fascinant. J'en parlerai alors quand je vais faire ma conférence du 22 août, parce que voilà, l'approche des dolmens est tout à fait intéressante. Comme l'avait Gillard. Et alors, c'est une version celtique du christianisme. oui, absolument. Il y a des parallèles qu'on peut faire qui sont pas forcément directs, mais qu'on peut faire. Mais là, ce qui est intéressant dans les dolmens, c'est qu'on va chercher dans la forme des pierres, par exemple, certains membres du Héron vont chercher dans la forme des pierres des choses qui pourraient préfigurer le christianisme. En fait. L'annoncer, donc la forme d'un agneau, par exemple. On va parler du menhir de Saint-Nectaire qui renfermerait cette forme de Saint-Nectaire dans le puits de Dôme. Et on va collecter aussi. Alors, John Lépine a fait tout un travail fascinant, hein, parce que on la connaît comme secrétaire, mais elle a écrit dans les publications du Héron, et elle a fait un travail assez extraordinaire aussi. Donc voilà, ça préfigure. Moi, ce qui me fascine dans le Héron, c'est qu'en fait, ça préfigure le nouvel âge, mais dans le bon sens du terme, hein, pas dans le sens actuel. Paul Lecourt n'est pas né de rien, il est né de ça, et beaucoup de domaines de recherche actuels, en fait, étaient là. D'ailleurs, du Verteau, c'était là. C'est lui. C'était là du Oui, Verteau. bien sûr, oui. Et il y avait une attente, hein, de toute façon, de cet ordre-là au sein du Héron, ça c'est Et le Héron, aussi, la France était le peuple élu pour le Christ, enfin par le Christ. Il y avait cette idée aussi que la France était la mission sacrée de la France. Oui, absolument. Oui, absolument. Oui, qu'on retrouve bien sûr. Après, et qu'on retrouve finalement après, plus tard, avec le Péation, la fleur de lys, ces choses-là. On retrouve. Oui. Évidemment, il y a une corrélation. Et là, peut-être, il y a une résurgence du Héron. On passe le bonjour à Romuald Cassio et à Philippe de Paris-Monial. Peut-être qu'il va présider quelque chose. On ne sait pas. Rédibo, tu avais fait d'ailleurs sa préface. J'ai préfacé absolument son roman, qui est un roman inspiré. Il avait été immortel. Et oui. Et non, mais il y a une attente par rapport à quelque chose après. Voilà. Sur une conclusion, quel est ton avis personnel, ce que tu as appris du Héron du Val d'Or, personnellement, ton approche personnelle est presque sentimentale par rapport à ce sujet? L'approche personnelle et sentimentale, c'est que ça me parle énormément, évidemment, parce qu'il y a cette quête de la tradition primordiale, et cette notion-là, elle me semble fondamentale aujourd'hui dans un monde sans transcendance. Et cette pensée du Héron, autour de la tradition, évidemment, parce que il y a d'autres aspects, mais autour de la tradition, elle me semble essentielle.
elles me semblent essentielles. Et puis, voilà, relier ce qui est épars, en fait, rassembler les pierres éparses. Il y a pas mal de choses dans le Héron. Et le côté sentimental aussi, c'est que c'est un lieu qui existe parce que le gros problème, j'allais dire, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, des théories qui se diffusent à tout va, c'est que on part vite dans du délire interprétatif, on part vite dans des nouvelles croyances qui enferment, en fait. Et quand on est au Héron, vraiment, quand on est dans cette salle des fastes et qu'on regarde ces fresques-là, c'est un des rares lieux où on se dit factuellement, Mm. ces gens-là nous ouvrent la porte d'un mystère. Voilà. Parce qu'il Ça y a a vraiment existé. ça a vraiment existé. Il n'y a aucun doute à avoir. C'est pas une interprétation. C'est pas un délire de gens qui ont trop lu du New Age. Non, c'est factuel, c'est réel. Et plus on creuse, en fait, plus on pénètre ce mystère. Et je crois que voilà, il y a un gros travail à faire. Alors, il y a des travaux de recherche actuellement en cours, hein, d'autres auteurs que ceux qu'on connaît. Mm. Et j'espère vraiment que dans les prochaines années, des documents vont ressortir, qu'on va approfondir cette recherche, qu'on va mieux cerner le baron de Sarachaga, parce que vraiment, il est la clé de ce mystère-là, je crois. Jeanne Lépine avait une dévotion, mais une vraie dévotion à son égard. Et puis, d'un point de vue sentimental aussi, il y a cette transmission du flambeau quelque part. Je crois que c'est important. Jeanne Lépine a transmis le flambeau à Paul Lecourt et Paul Lecourt espérait transmettre aussi le flambeau. On porte le flambeau à notre tour parce qu'il ne faut pas qu'il s'éteigne, ce Il avait flambeau-là. transmis à Jacques Darès. Et oui, Darès, oui, oui, bien sûr. Et, euh, et c'est important, voilà, ce relais et les dernières lignes des correspondances là, que je vais publier sont importantes parce qu'elles parlent de ça aussi. Euh, et je crois qu'en toute humilité, c'est important que chacun d'entre nous ait cette notion de transmission d'une lumière qui doit passer de siècle en siècle comme ça, pour que le matérialisme et l'obscurité qui va avec ne prennent pas le pas sur le reste. Eh bien, merci beaucoup, Christian, pour cet entretien. Merci Et Mike. je te dis à très bientôt.